Et nous voici revenus. Et pour l'instant, vous ne me voyez pas, mais là, vous allez me voir, je crois. Voilà. Nous voici revenus pour cette seconde partie, donc, où nous allons aborder la question de la numérisation du son. Vous voyez, la caméra est passée en couleur, elle a changé de place aussi pour que vous ayez l'impression que je vous regarde dans les yeux. Et la résolution aussi a changé, il y avait une erreur. Nous sommes maintenant en Full HD. Alors, qu'est-ce que c'est que la numérisation? Donc là, on va parler donc d'échantillonnage. Ça consiste à transformer un signal analogique, qui est donc un signal continu, en un signal numérique, on dit discret, en capturant à des valeurs à intervalles de temps réguliers. On va parler de la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire que on va mesurer la tension électrique à des intervalles réguliers. Alors ces intervalles réguliers, ils sont très 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 fréquents. Par exemple, nous, on travaille souvent en 48 kHz ou pour le CD audio en 44,1 kHz. Et donc, on va récupérer des valeurs qui correspondent aux mesures de tension de cette forme d'onde, mais à des intervalles de temps extrêmement serrés. Si vous voulez ça, il s'agit vraiment d'une vision au microscope. Les intervalles de temps sont, vous voyez, un 44 millième de seconde, c'est vraiment un intervalle de temps très court. Je n'arrive pas à changer de diapo, mais ça va s'arranger. Alors, un problème. Alors, on choisira évidemment la fréquence d'échantillonnage suivant l'utilisation de l'échantillon et la qualité que l'on recherche. Si la fréquence choisie est trop faible, les variations rapides du signal analogique ne seront pas enregistrées. La démonstration de Nyquist montre que pour coder correctement un signal, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins égale au double de la fréquence la plus haute présente dans le signal à échantillonner. Tandis que presque au même moment, Shannon, dans son théorème, affirme que toutes les fréquences du signal inférieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage seront correctement restituées. Donc c'est la même information exprimée de manière différente. C'est-à-dire que si on échantillonne de manière trop éloignée, des mouvements rapides de la forme d'onde qui se trouveraient entre deux points d'échantillonnage ne seraient pas vus. Ici, par exemple, si j'échantillonnais cette forme d'onde bleue en mesurant à ces intervalles-ci, eh bien, en fait, j'obtiendrai donc la description de cette forme d'onde en orange et je n'aurai pas finalement stocké la bonne information. Et donc, j'aurais en fait manqué les variations rapides, c'est-à-dire la partie aiguë du signal. C'est ce qu'on appelle l'aliasing ou le repliement de spectre. C'est un phénomène assez connu dans tous les domaines où l'on est amené à capturer le mouvement, quel qu'il soit, par échantillonnage. Si on prend le cas de l'image, par exemple, au cinéma, quand on est en 24 images par seconde, eh bien, s'il y a un mouvement rapide entre deux de ces images, il ne sera pas capturé. Ça provoque d'ailleurs ce phénomène que vous connaissez bien au cinéma, qui fait que quand on voit une roue de diligence, par exemple, dans un western, eh bien, on peut avoir l'impression qu'elle tourne à l'envers ou qu'elle est même arrêtée. Et ça, c'est simplement parce que notre cerveau voit les différentes images et il considère que le mouvement le plus proche indique le sens de rotation. Et c'est ça qui explique ce phénomène de la roue. Et donc, c'est tout à fait typique du repliement de spectre qui existe en audio, qui existe en numérisation d'images, etc. Voilà. Maintenant vient la question, pardon, j'ai sauté une diapo, de la profondeur de quantification. C'est-à-dire combien de valeurs
on se donne pour exprimer l'amplitude de notre forme d'onde, la valeur de tension mesurée à chaque instant de l'échantillonnage. Donc en traitement du signal, c'est ce qu'on appelle la quantification. C'est pour ça que j'ai voulu éviter ce mot-là quand on parlait de MIDI. La quantification est le procédé qui permet d'approximer un signal continu. En effet, on n'a pas toutes les valeurs. Par exemple, on mesure sur 16 bits. Donc on n'a que 2 puissance 16 valeurs disponibles. Donc on arrondit à la valeur la plus proche. Donc on va approximer un signal continu par les valeurs d'un ensemble discret d'assez petite taille. Donc une fois qu'on a découpé le signal continu en échantillons, on va les mesurer et leur donner une valeur numérique en fonction de leur amplitude. Pour ça, on définit un intervalle de n valeurs destiné à couvrir l'ensemble des valeurs possibles. Ce nombre n est codé en binaire sur 8, 16, 20, 24 bits, 32 bits parfois, suivant la résolution du convertisseur analogique vers digital. L'amplitude de chaque échantillon est alors représentée par un nombre entier. Un codage sur 8 bits, 2 puissance 8 valeurs, c'est-à-dire 256 valeurs possibles, 16 bits, 20 bits, 24 bits, donc 2 puissance 24, 16 777 216 valeurs possibles. Donc une fois le signal audio est donc numérisé. Notons que le nombre de bits définit aussi l'amplitude dynamique du signal. En fait, c'est 6 décibels par bit. Donc un équipement ayant une résolution de 16 bits offrira une dynamique maximale de 16 par 6, c'est-à-dire 96 décibels. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe sur notre CD audio, qui est en 44 100 Hz et en 16 bits. Et donc on a une étendue dynamique de 96 décibels, donc qui est une étendue dynamique énorme, un ambitus entre le son le plus faible et le son le plus fort, déjà trop important pour un confort d'écoute. C'est-à-dire que si on utilisait cet ambitus, il faudrait remonter le son dans les pianissimos et le baisser dans les fortissimos. Remarquez que dans beaucoup de musique d'aujourd'hui, tout est compressé sur une étendue de 3 ou 4 décibels et que tout est au même niveau. Et donc, c'est pas très important d'avoir une profondeur de quantification importante. Évidemment, plus la quantification est importante et plus la fréquence d'échantillonnage aussi est importante, plus les fichiers, les données que l'on va stocker, c'est-à-dire les paires valeur de quantification et amplitude à cet instant de l'échantillon. Et voilà, et donc plus c'est le moment du temps de l'échantillon, évidemment, plus la fréquence sera élevée et plus la profondeur de quantification sera élevée, plus on fera des fichiers, plus ça va générer des fichiers de plus en plus gros. Je reviens à mon aliasing. Donc, comment se débarrasser de ce problème d'aliasing ? Eh bien, il va falloir en fait s'interdire d'échantillonner des fréquences qui sont supérieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire que si on enregistre à 44 100 Hz, c'est vrai que la caméra est arrivée là maintenant. Si on enregistre à 44 100 Hz, il va falloir se limiter à des fréquences de 22 000 Hz. C'est ce qui se passe pour le CD audio. C'est-à-dire qu'on va mettre un filtre qui est un coupe haut qui va supprimer toutes les fréquences au-dessus de 22 000 Hz. Ça tombe bien puisque vous savez que l'être humain entend peut-être à la naissance jusqu'à 18 000, 20 000 Hz, mais que la plupart des adultes entendent jusqu'à 15 000 Hz, 16 000 au mieux. Et les jeunes gens qui ont beaucoup écouté de la musique fort au casque ou en soirée, parfois bien moins que ça, malheureusement. Il faut faire très attention à ses oreilles, c'est un capital qui est fragile et qui s'abîme facilement. Voilà, donc on va toujours utiliser un filtre anti-repliement, un filtre anti-aliasing. Donc à chaque fois que l'on va enregistrer du son de manière numérique, automatiquement on aura un filtre anti-aliasing qui se réglera
à la moitié de la valeur de la fréquence d'échantillonnage choisie et qui supprimera donc tous les sons au-dessus de la moitié de la fréquence d'échantillonnage choisie. Et je reprends mon exemple, si j'enregistre à 44 000 Hz, eh bien tous les sons au-dessus de 22 000 Hz seront filtrés pour ne pas risquer d'être numérisés et mal compris, et mal représentés et provoquant donc l'apparition de sons graves en fait, qui n'appartiennent pas au message sonore. Voilà, donc on peut maintenant faire le tour de notre chaîne d'enregistrement et de reproduction dans le domaine numérique. Donc on a les variations de pression de l'air, n'est-ce pas, qui vont donc être transformées en une tension électrique variable par exemple un microphone, donc toute petite tension de quelques millivolts qui va être préamplifiée pour atteindre quelques volts. La préamplification, c'est-à-dire la transformation d'un courant très faible en un courant de même forme, avec un courant identique mais de plus grande amplitude, est un moment très délicat en électronique, et d'où cette question de qualité des préamplis dans notre monde, et c'est le moment analogique qui restera toujours dans le domaine numérique, puisqu'il y a un moment, bien sûr, où on est en analogique, au moment de l'air et au moment du microphone. Une fois qu'on a un signal électrique d'un niveau suffisant, il va traverser un filtre qui va donc supprimer toutes les fréquences inférieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage qui sera choisie dans le convertisseur qui suit, le convertisseur analogique digital, qui va donc mesurer à intervalles de temps réguliers les tensions électriques qui représentent notre forme d'onde. Donc il y a un système en général, même toujours de quartz, pour assurer une parfaite régularité des instants de mesure. Et on va donc obtenir un train de données qui va représenter notre forme d'onde, donc cette fois des données discrètes, une suite de valeurs qui va être exprimée sur 16 bits, 24 bits, enfin c'est une suite de 1 et de 0. Ces 1 et ces 0, donc on est maintenant dans le domaine informatique, eh bien ces 1 et ces 0, il va falloir les stocker sur un support de stockage de 1 et de 0, un support de type informatique, qui peut être un disque dur, bien sûr, mais n'importe quel système de mémoire flash, de carte mémoire, de clé USB, de disque SSD, que sais-je. Ensuite, pour la reproduction, eh bien, ce train de 1 et de 0 va être confié à un convertisseur digital analogique, ici le DAC, Digital Analogic Converter, qui va donc générer des courants électriques en fonction des données numériques qui étaient stockées. Donc on va obtenir en sortie de ce convertisseur digital analogique un courant électrique variable qui représente les données qui étaient stockées, qui évidemment doit être semblable au courant qui a été capturé au début de notre processus. Ensuite, on mettra ou pas des filtres d'adoucissement des formes d'ondes. Voilà, enfin ça dépend. Parfois, on trouvera aussi un module de suréchantillonnage, c'est-à-dire qu'il s'agit de calculer des échantillons intermédiaires entre les échantillons que l'on possède, par projection et mathématique. Ça se faisait beaucoup sur les premières platines CD. Il y avait un bouton sur échantillonnage 8 fois qu'on pouvait enfoncer. Honnêtement, ça ne changeait pas grand-chose au son parce qu'on est en fait très au-delà des capacités de perception de l'oreille humaine et du cerveau humain. Ensuite, l'amplificateur qui va transformer ce petit courant au niveau ligne en un courant puissant qui va être capable de faire se mouvoir l'électroaimant d'un haut-parleur et on va retrouver les variations de la pression d'air qui ont été capturées au début de notre processus.